Bienvenue sur Industrial Growth. Je suis très content de vous recevoir pour ce live, la deuxième partie de nos sujets IA. On va parler d'IA aujourd'hui. C'est surprenant comme les sujets IA attirent du monde. On a eu énormément d'inscrits pour cet épisode ou ce live d'aujourd'hui. Je suis très content de vous recevoir. Faites-moi un petit signe dans les commentaires. J'essaye d'y répondre. J'ai toujours un petit temps de décalage. Dites-moi où vous êtes, d'où vous me regardez. Ça m'intéresse de savoir aussi si j'ai des gens de la région, d'où vous êtes, quoi. Dites-moi un peu, laissez-moi pas tout seul sur ce live. On va parler d'IA aujourd'hui. L'idée, c'est de donner des cas d'usage. On a fait un live il y a 3 semaines, un mois à peu près maintenant, où j'avais partagé un certain nombre d'exemples de choses que j'utilise chez Neil. J'aime bien éviter d'être le cordonnier mal chaussé. Et du coup, on avait essayé de montrer comment, avec des outils à 20 balles par mois, pour faire simple, on peut arriver à construire des choses super intéressantes et gagner en productivité à condition d'accepter de mettre les 20 balles par mois. Ça avait beaucoup fait jaser. Tatiana, bah oui, Tatiana Valence, elle est à côté de moi dans le bureau. Tu triches, Tatiana. Tatiana, elle est là, c'est elle qui m'aide à préparer ses lives. Et je la remercie d'ailleurs parce que sans elle, je pense que la qualité serait certainement moins bonne. Donc on avait il y a quelques semaines, parlé de sujets IA sur des exemples assez simples. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient de montrer un peu plus concrètement ce qu'on pouvait faire, ce que je faisais chez Neil, ce qu'on avait pu observer chez certains de nos clients, nos prospects ou des gens avec qui on discute. Donc j'ai essayé de rassembler des cas d'usage. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 8 cas d'usage business, des choses assez simples à mettre, enfin assez simples, des choses simples jusqu'à des choses un peu plus avancées qui nécessitent peut-être quelques compétences un peu plus spécifiques. J'en profite pour faire un petit coucou à Stéphane qui nous a rejoint là sur le live. Stéphane de Valence, bah oui, Valence en force. Donc on va vous présenter un peu ces use cases. Laissez-moi juste vous partager mon écran pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus propre. Vous me voyez toujours normalement. Alors je vais grossir ma tête. Voilà, donc 8 cas d'usage business, 2 cas d'usage simple à avancer. Ce que je vous propose qu'on aborde déjà un petit rappel sur ce que je qualifierais un peu des 4 grands niveaux d'usage de l'IA aujourd'hui. Mathéus, depuis le 92, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Des cas d'usage business du plus simple au plus avancé. Les cas que je vous propose de voir, les plus simples, la création de contenu, des sujets marketing, vous montrer comment on peut faire des choses relativement simples avec des LLM gratuits ou payants et qui nous permettent d'optimiser la production de contenu, par exemple, ou la production de visuels quand on fait du marketing. Je vous montrerai comment on peut aller construire, par exemple, des documents ou des études de marché, des choses un peu plus poussées à partir d'un ensemble de documents qu'on va pouvoir partager et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour construire quelque chose de plus costaud. On va parler de la manière d'exploiter de la donnée client. Alors là, ça sera un peu plus difficile pour moi parce que, évidemment, je ne vais pas vous partager mon CRM sinon mes clients et mes prospects ne seraient pas heureux que je partage leurs données en live. Mais je vais vous montrer comment on peut utiliser ce qui ressort de nos transcripts d'appels, ce qui ressort de nos propositions commerciales pour exploiter cette donnée et améliorer la relation avec le client. On va parler de prospection. J'ai des exemples d'applications qu'on a construites, par exemple d'agents avec des workflows. Il y a plein de gens qui vous proposent ce genre de choses sur LinkedIn. Je vais vous montrer concrètement un exemple d'outil. Et je vais même vous partager une plateforme qui vous permet de créer vos propres agents sans connaître rien du tout en code si vous êtes intéressé pour aller jusque-là. On a mis une petite application qui permet de cartographier par exemple les filiales d'un groupe. Je voulais vous la montrer. Et on va vous parler de peut-être un peu plus longuement d'assistants ou de choses un peu plus poussées pour aller faire de la maintenance. Donc j'ai des cas d'usage. Peut-être que je ne vais pas suivre le fil exactement. Donc faites-moi signe si vous avez des choses que vous voulez voir. J'ai peut-être ça en stock. Et mettez-moi un petit commentaire si spécifiquement il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. On rentre dans le vif du sujet. La première chose, c'est de bien comprendre que quand on parle d'IA, alors ça a explosé depuis 2022-2023, si ma mémoire est bonne, 2023, je crois, il y a 2 ans, avec l'arrivée de ChatGPT et l'arrivée de ce qu'on appelle les LLM, donc les modèles de langage. Moi, je ne suis pas un spécialiste théoricien de la partie technique de l'IA, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut comprendre que l'IA
telle qu'on la conçoit aujourd'hui ou telle qu'on l'utilise dans les modèles LLM, c'est simplement un truc qui est capable d'aller statistiquement retrouver le mot qui va venir après un mot que vous avez soumis. Donc il va faire toute une analyse, il va apprendre d'un certain nombre de choses et il va compléter des phrases, il vient boucher des trous ou rajouter ou deviner le mot d'après. C'est très lexical en fait, donc c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est réfléchi à votre place. Et ça, il faut bien le comprendre quand on utilise l'IA, parce que le fait de le comprendre, ça vous permet aussi, surtout quand on utilise les LLM, de mieux les utiliser, de mieux savoir ce qu'on peut en attendre. Donc quand on parle d'IA dans une boîte, et surtout dans une boîte industrielle, tout le monde ne parle pas de la même chose. On peut avoir des ingénieurs qui en sont déjà à un stade très avancé et qui vont parler d'IA prédictive ou d'IA pour assurer de la maintenance adaptative, ce genre de choses. Là, on est sur du traitement de données très spécifiques qu'on va recueillir sur des machines. Moi, je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui. On va rester à un niveau un peu plus simple, qui est celui en gros des LLM, hein, comment on utilise ces outils-là pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc, on a différents cas d'usage, différents types d'usage, du plus simple au plus compliqué. Vous pouvez déjà construire vos propres assistants. Je l'avais montré la dernière fois. Je vais prendre 2 minutes pour vous montrer à nouveau à quoi ça ressemble. Quand vous avez ChatGPT, notamment en version payante, vous pouvez construire vos propres GPT. Il y a l'équivalent sur Google Gemini que j'utilise aussi, que vous pouvez construire vos propres Gem. Et à partir de là, vous avez des sortes d'assistants que vous pouvez utiliser sur différentes tâches. Ça, c'est un outil conversationnel qui est très réactif, qui ne va pas forcément avoir une mémoire profonde, qui va s'appuyer sur le contexte que vous allez lui donner quand vous allez le créer et qui va permettre de faire un peu toujours la même tâche. Donc ça, c'est très efficace si vous êtes, par exemple, vous avez besoin d'un assistant pour rédiger vos mails, vous avez besoin d'un assistant pour préparer des épisodes de podcast comme je l'ai fait aujourd'hui, vous avez besoin d'un assistant pour préparer votre newsletter mensuelle, vous faites un assistant IA avec un GPT, ça marche super bien. Le deuxième niveau, peut-être, c'est un agent. Donc là, on va lui demander de faire des tâches métiers avec une sorte de workflow, c'est-à-dire qu'on va demander à l'agent d'aller faire un certain nombre de choses. Et c'est souvent des tâches qui vont s'enchaîner. Donc ça, c'est très intéressant pour aller automatiser un certain nombre de tâches manuelles, type copier-coller, recherche sur un site internet, copie du contenu qu'on a trouvé, coller dans un prompt, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut construire, automatiser relativement facilement sans forcément avoir de grosses compétences. On n'a pas besoin de l'IT pour faire tout ça. Troisième niveau où là, on commence à orchestrer plusieurs agents. Et c'est un peu ce que disent beaucoup de monde. Hein, c'est le futur sera probablement dans les entreprises des équipes hybrides un employé, un collaborateur qui va travailler avec des humains, mais qui va aussi peut-être avoir à sa disposition un certain nombre d'agents ou un système d'agents qui vont lui permettre d'effectuer des tâches relativement complexes avec du contrôle, avec un certain nombre de choses. Et puis peut-être le quatrième niveau dont je vais parler aujourd'hui ici, c'est on construit un produit complètement à partir de l'IA, qui utilise l'IA et qui va peut-être être entraîné de manière complètement indépendante sur de la donnée qui vous est propre, sur vos propres serveurs. Donc là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus complexes. Et là, ici, typiquement, on a besoin d'avoir des compétences de développeurs, probablement de data engineers, et des gens qui maîtrisent vraiment la programmation pour aller construire ça, un peu d'IT, parce qu'il faut choisir les bons serveurs, etc. Donc voilà, quand on parle d'IA, voir un peu où on se situe dans les différentes applications. Évidemment, les premières sont très faciles à déployer. Ça peut partir un peu dans tous les sens. J'ai eu des conversations dernièrement avec des responsables de la transfo digitale dans leur boîte qui me disaient qu'ils avaient été obligés de cadrer parce que tout le monde partait dans tous les sens. Et évidemment, même si je ne vais pas l'aborder en détail aujourd'hui, ça pose des questions de sécurité de la donnée, de confidentialité, de propriété de la donnée, etc. Donc évidemment, il faut faire attention, ça va de soi. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. On pourra peut-être un de ces quatre faire un épisode d'ailleurs sur les sujets de sécurité, comment est traitée la donnée, est-ce qu'elle est utilisée pour être entraînée, etc. Moi, ma politique, c'est de dire si c'est du bon sens en fait. Si vous utilisez des outils en ligne et que vous traitez des données qui sont vraiment extrêmement sensibles pour diverses raisons, là, il faut avoir des règles strictes et peut-être éviter de les mettre dans des assistants IA. Et vous êtes peut-être déjà au niveau 4 où vous avez besoin de produire vos propres modèles ou vos propres outils. Essayez de me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Je serais curieux de savoir si dans votre boîte, dans votre pratique, vous êtes déjà au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. La plupart des gens, je pense qu'on est tous au niveau 1, on est tous capables de construire un peu les premières choses. Les agents, ça devient déjà un petit peu plus
un peu plus poussé. Et puis développer un produit, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Faites-moi un petit signe, dites-moi où vous en êtes. Et puis comme ça permet de voir un peu à qui je m'adresse aussi et d'adapter peut-être mon discours. Bon, premier cas d'usage. Alors, juste au passage, avant que j'aille plus loin, le contenu que je vous présente, il sera partagé. Vous aurez les petites vidéos si vous voulez revoir tout ça. Donc, je travaille là directement depuis le contenu qui vous sera partagé. Et si vous avez des besoins ou vous voulez que je rajoute des choses là-dedans, faites-moi signe. Premier cas d'usage, la création de visuels. Ça, c'est plutôt simple. Alors, Tatiana m'avait préparé une petite vidéo hyper intéressante. On a une photo d'un objet, par exemple, d'un de nos produits. On veut l'extraire de la photo, on veut l'améliorer. On va pouvoir le faire. Moi, l'outil qu'on utilise le plus aujourd'hui pour faire ça, c'est Gemini. Alors, je vous prends un exemple de la Real Life. J'avais un frigo d'occasion à vendre qui était posé dans une pièce de ma maison. Vous voyez, donc j'ai pris en photo le truc, j'ai enlevé la clim qui était au-dessus, j'ai effacé un certain nombre de choses. Bon, mes talents en Photoshop s'arrêtent là, comme vous le voyez sur cette photo-là. Et j'ai demandé à Gemini, qui est donc la version IA, le Google, le copilote ou le chat GPT de Google. J'ai demandé à Gemini de m'améliorer cette image. Et Gemini va vous permettre, avec un outil qui s'appelle Banana Pro, c'est la petite banane que vous avez quand vous utilisez Gemini, d'améliorer ça. Et donc, je lui ai dit, améliore-moi cette image et mets en valeur ce frigo pour un site de petites annonces. Et effectivement, ça m'a permis de vendre mon frigo très rapidement, parce que regardez, le frigo apparaît comme neuf et il est capable de m'améliorer, de me présenter le produit. Donc ça, typiquement, un usage pour des marketeurs qui auraient un catalogue produit avec un certain nombre de produits. Avant, on aurait passé du temps en studio ou avec du matos pour faire des jolies photos, mettre en valeur le produit. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, à la limite, vous balancez n'importe quelle photo et vous demandez à Gemini de vous l'améliorer. Et il va être capable de vous créer des photos hyper standardisées. Donc, vous voyez que le prompt était très simple ici. Imaginez que vous ayez un prompt un peu plus poussé avec la besoin d'avoir votre logo sur la photo, d'avoir un fond blanc, etc. Évidemment, c'est des choses que vous pouvez lui demander. Et vous voyez que le résultat est plutôt clean. Donc là, on va pouvoir industrialiser, par exemple, la production d'images. Je le dis parce que j'ai eu le cas d'un de mes clients qui avait besoin de refaire son catalogue produit et de mettre de belles images pour son catalogue e-commerce ou son catalogue de produits en ligne. On va pouvoir aller très très vite sur la production de ce genre d'images. Je suis parti d'une photo, on peut aussi tout à fait partir d'un plan, on peut partir de rien du tout en demandant de créer complètement l'image. Et je peux vous garantir que le résultat est assez bluffant. Donc, premier exemple, génération d'images. Pour le contenu, c'est intéressant. Je voulais vous montrer aussi ce qu'on fait, nous, ce qu'on utilise côté Nil en termes de création de contenu. Alors là, pour le coup, c'est intégré complètement dans HubSpot. C'est la plateforme qu'on utilise pour le marketing. On commence à voir des outils. Alors, je vais vous le remontrer ici en allant directement dans le Marketing Studio. Si vous avez des outils de ce type, on a de l'IA qui est complètement intégrée et je vais pouvoir, et là c'est un truc super intéressant, créer une campagne complètement depuis zéro en allant donner un prompt à l'intérieur de la plateforme HubSpot et en lui demandant de me créer la campagne. Et le résultat, c'est qu'il va être capable derrière de me produire tous les assets. Donc je vais dire, cette campagne se déroulera sur le mois de mars, par exemple, avec pour objectif de mettre en valeur nos produits sur le salon Global Industrie. Je vous le fais en live. La campagne devra cibler des directrices, directeurs, on va dire des CMO industriels. Et puis je peux ajouter, j'ai besoin de blogs, de posts LinkedIn, d'un emailing, d'une landing page, et puis pourquoi pas d'un podcast. Et je vais demander de générer la campagne. Donc évidemment, on pourrait faire un prompt un peu plus poussé. Et là, HubSpot va être capable de vous générer une campagne complète. Ça, c'est un très bel usage de l'IA. Quand vous avez une petite équipe marketing, parce que vous êtes une PME Indus et que votre équipe marketing se résume à une ou deux personnes, vous voyez ici que HubSpot va commencer à me créer tous les contenus. Et donc, je lance le truc, je peux mettre des images. Alors, je ne vais pas le lancer là parce que ça prend un peu de temps, le temps que ça mouline, mais pour vous montrer le résultat, ça ressemble un petit peu à ça. J'arrive tout de suite. Et on va avoir quelque chose, par exemple, qui peut ressembler, je vais prendre cette campagne ici, là, qu'on avait créée avant. Voilà, on va se retrouver avec un email marketing qui est prêt, on va se retrouver avec une page de site web qui a été générée, un article de blog, etc. Et il va me générer tous ces assets que je vais pouvoir aller complètement corriger et modifier derrière. Voilà un exemple.
d'utilisation d'un outil IA dans la partie marketing. Encore une fois, je l'ai fait dans HubSpot. On pourrait tout à fait imaginer le faire dans un Gemini, créer un chat spécifique pour ça. Je vous avais partagé il y a quelques temps, je vous le remontre ici, un exemple d'outil que j'utilise pour donc là, c'était mon co-CEO. Je vous montre un assistant newsletter que Tatiana a créé, qui est super intéressant. Donc ça, alors ça, c'est pas moi, pardon, qui l'avait créé. C'est un assistant que j'utilise où je lui ai demandé d'aller me préparer des contenus de ma newsletter. Donc, on a créé un assistant complet qui permet de générer cette newsletter. Voilà, je passe rapidement. J'ai envie de dire, ça, c'est l'usage, le niveau 1. La plupart des gens que je connaisse utilisent plutôt bien cette partie-là. Vous utilisez ChatGPT, prenez une version payante, Gemini, Copilot, et puis vous allez pouvoir générer des contenus, des billets de blog, des vidéos, etc. On peut aller un petit peu plus loin en allant aussi commencer à faire des études de marché un peu plus poussées. Alors moi, il y a un outil que j'adore qui est, à mon avis, encore sous-coté sur le marché de l'IA. On n'entend pas tant parler que ça. Mais je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil à Notebook LM, qui est un outil qu'a mis en place Google, donc qui va s'appuyer sur Gemini. Et là, je vous ai donné un exemple très complet. La semaine prochaine, je vais être présent sur le salon PharmaPack à Paris, qui est un salon dédié au packaging dans l'industrie pharmaceutique, comme vous l'avez compris. Et je voulais créer un certain nombre de contenus pour profiter un peu de la vibe qu'il va y avoir autour de ce salon et du bruit qu'il va y avoir autour de ce salon sur les réseaux sociaux. Comme je ne suis pas un spécialiste de la pharma et que je ne suis pas non plus un spécialiste du packaging dans la pharma, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse, eh ben, j'ai créé un notebook. Donc, ça consiste un notebook, c'est une sorte de carnet de notes dans lequel vous allez commencer. La première chose qu'on va faire, c'est commencer par ajouter des sources. Donc, ces sources, ça peut être des fichiers. Donc, ça peut être des documents que vous avez, des fiches produits, des éléments que vous pouvez avoir peut-être dans vos serveurs. Ça peut être des sites web, des vidéos que vous avez récupérées sur YouTube. Ça peut être des choses que vous récupérez directement dans vos Google Drive si vous êtes dans l'environnement Google. Ou bien ça peut être simplement des notes que vous avez prises dans des événements, des réunions, etc. Donc, on peut l'utiliser de plein de manières. Nous, un des usages, c'est de faire des petites études de marché et de créer des contenus un peu plus poussés qui auraient peut-être demandé beaucoup de recherche à une certaine époque et qu'on peut faire maintenant beaucoup plus rapidement. L'avantage de Notebook LM, c'est qu'on peut aussi aller lui demander d'aller chercher ses propres sources. Donc, je peux lui dire, va me chercher un certain nombre d'informations sur ce sujet. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, il m'a sorti tout un tas de sources en allant chercher des sites internet d'entreprises qui travaillent dans ce domaine de la pharma, du packaging de la pharma, GH, Medical Pharma, etc. Et puis, il a été me chercher des choses sur le site du salon PharmaPack et puis des tendances, what's hot, trends driving the packaging industry. Et donc, il récupère toutes ces sources et il va vous les agréger et vous allez commencer à pouvoir discuter avec ces sources-là. Ça veut dire qu'ici, j'ai un chatbot, où je vais pouvoir poser des questions et les réponses que va m'apporter le notebook vont être basées sur ces sources-là. Mais au-delà de ça, quelque chose qui est vraiment magique, c'est qu'on va pouvoir créer de manière assez efficace des contenus. Donc, par exemple, j'ai demandé à Notebook LM de me créer ces slides-là. J'ai juste fait un prompt pour indiquer ce que j'attendais dans ce rapport. Donc ça, c'est typiquement un PDF que je peux partager à mes prospects. Et vous voyez que j'ai rien touché, en fait. J'ai juste donné quelques consignes en lui disant je veux que ça soit pro en termes de visualisation. Je veux que le ton soit un tel, et que ça permette à des gens qui vont participer ou exposer sur ce salon d'avoir un tour d'horizon du marché, des tendances du marché. Et au passage, ça m'aide aussi à préparer ce salon et à arriver sur le salon avec des choses intéressantes. Donc, on voit ici qu'il me fait un rapport très détaillé, vous voyez, avec des schémas, des graphiques, des recherches. Donc, on compile l'ensemble des sources et il me produit un document extrêmement détaillé sur le sujet que je lui ai demandé de faire. Petite astuce, vous pouvez aussi utiliser ça dans la vente. Je vais y revenir tout après. Alors après, encore une fois, à condition que vous ayez un compte payant et que le contenu ne soit pas forcément complètement réutilisé derrière. Faites attention s'il y a des données sensibles. Mettez pas les plans de la centrale nucléaire. Mais si vous êtes sur des sujets relativement classiques et qu'il n'y a pas de risque de trop aigu de confidentialité, je pense que vous pouvez prendre le risque.
parce qu'il va vous produire aussi des synthèses très poussées. C'est des carnets de notes qu'on peut partager, contrairement au chat qu'on ne peut pas forcément partager. Ça, c'est compliqué pour moi d'interagir à plusieurs sur ce contenu-là. Alors que sur un notebook LM, je vais pouvoir complètement partager. Et puis je vous dis, il me prépare tout un tas de contenus. Voilà, je vais demander une infographie, vous l'avez ici. Je lui ai même demandé de me générer une vidéo. Il m'a fait une petite vidéo. Alors ça, c'était pas la vidéo, pardon, elle est là. Et on peut aller comme ça, s'amuser comme ça pendant un petit moment avec une voix off, etc. Euh, plutôt quali en termes de contenu et en termes de rendu, qui fait gagner énormément de temps à des équipes marketing ou commerciales. Voilà, ça c'était pour Notebook LM. On peut faire un peu la même chose avec ChatGPT probablement. Je n'ai pas été plus loin, mais je trouve que Google Gemini et Google dans l'ensemble produit des résultats plus intéressants en termes de mise en forme. Là où j'ai un peu plus du mal à avoir des résultats ou à avoir un truc propre quand je suis sur ChatGPT par exemple. Donc voilà, pour faire des synthèses, pour faire des dossiers d'apprentissage, pour faire des dossiers partagés avec derrière des restitutions, Notebook LM, je vous recommande vivement cet outil. Il est vraiment sous-coté à mon avis, on n'en entend pas parler. Google était réputé avoir beaucoup de retard dans la course à l'IA. Honnêtement, moi ça fait maintenant quelques semaines, bientôt 2 mois, je crois qu'on utilise Gemini, qu'on a basculé vers Gemini et vers l'environnement Google, parce qu'on était déjà dans l'environnement Google, et c'est assez impressionnant. Alors, vous en êtes, chers amis. On a Naïma qui nous a rejoint. Salut Naïma de Paris. Anthony, oui, Anthony du Val d'Oise, je te reconnais, Anthony. On a beaucoup discuté ensemble. Le forfait Notebook LM, je crois qu'il y a une version gratuite sur laquelle vous pouvez déjà bien vous amuser. Mais si vous êtes dans l'environnement Google App, c'est-à-dire que si vous avez un compte Google Entreprise pour votre boîte, ça coûte à peu près 10 balles par mois, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus par utilisateur. Donc en gros, si vous avez vos mails, vos agendas, etc. dans Google, Notebook fait partie des produits auxquels vous avez accès comme Gemini. Donc a priori, dans votre forfait. Je n'ai pas présenté Microsoft, c'est pas que je suis sectaire, mais c'est que je n'ai pas de compte Microsoft et probablement que Copilot propose des choses similaires. Comme la course est quand même très serrée, donc je vous encourage, si vous êtes plutôt dans l'environnement Microsoft, à aller fouiller un peu et voir si on n'a pas l'équivalent dans l'environnement Microsoft. Donc voilà un petit peu pour l'exemple de LLM. La prospection commerciale, alors moi je ne vais pas me lancer parce que vous avez plein de gens qui font ça très bien sur LinkedIn, de vous proposer des scénarios de prospection. Bon, première spoiler, moi je ne suis pas fan de la prospection automatisée. Je pense que le commerce, c'est quelque chose qui ne change pas, qui n'a pas changé depuis 2000 ans, ou peut-être même plus, depuis des centaines d'années, et qui ne changera probablement pas. C'est quand même une relation qui a avant tout entre plusieurs personnes. Donc oui, il y a peut-être des choses qui peuvent se vendre de manière automatisée. Si vous êtes dans des circuits B2B, dans l'Indus, ce qui est le cas de l'audience a priori, et que vous vendez des choses un peu compliquées à vendre, en général, la relation humaine est quand même très importante. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas automatiser un certain nombre de choses, mais il faut le faire de manière intelligente et pas comme un bourrin à créer des scénarios. Et faites attention aux gens qui vous promettent des scénarios tout prêts, automatisés pour générer des nouveaux rendez-vous. Moi, j'arrive pas à prendre de rendez-vous sans parler à des gens. Enfin, j'aimerais bien qu'on me montre le contraire. Peut-être que je suis complètement has-been et à la ramasse, mais en général, pour avoir un rendez-vous, il faut quand même avoir une conversation avant. Merci Moad d'avoir partagé le lien vers le pricing Google. Donc la prospection augmentée, pour revenir là-dessus, l'idée c'est plutôt de dire quelles sont les tâches que le commercial fait aujourd'hui à la mano qui pourraient être améliorées. Il y a plein de choses que je pourrais vous montrer. La première que j'aime bien faire, encore une fois dans l'environnement de Gemini, quand les données ne sont pas trop sensibles, moi j'ai tendance à utiliser Gemini pour me faire des synthèses de mes calls, c'est-à-dire que je récupère le transcript ou j'ai carrément dans mon outil de transcript de call, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai tous mes calls privés ou pro là, mais du coup dans mon outil de transcript de call, j'ai de l'IA, j'ai un transcript que je vais pouvoir exploiter. Les outils comme HubSpot vous permettent de faire ça. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est des outils qui sont plutôt des outils de prospection, donc des agents de prospection. On peut utiliser ce type d'agent. Vous l'avez par exemple dans une plateforme comme HubSpot, je vous le montre ici. Je vais pouvoir aller inscrire automatiquement des gens sur une automatisation. Donc là encore, à utiliser avec parcimonie. Mais par exemple, je peux inscrire automatiquement un contact dans une séquence de prospection si le contact visite une page de mon site internet ou s'il soumet un formulaire. Ça répond par exemple à une problématique. Vous avez un formulaire de contact sur votre site ou un formulaire de demande de devis. On va pouvoir déjà filtrer,
mettre un agent qui va répondre automatiquement à ce formulaire et peut-être se comporter comme un commercial jusqu'à passer la main au commercial. Donc on va avoir ici, on va définir des profils de vente, hein, typiquement sur Neil, je choisis l'identité, je choisis le ton, la langue, etc. Et il va être capable derrière de vous créer des séquences de prospection. Et donc une séquence, c'est une série de plusieurs emails. Je dois l'avoir ici, je ne l'ai pas paramétré là. Mais vous voyez un peu le principe. On a une séquence d'emails qui va partir automatiquement avec un texte qui va être adapté. Donc ça, c'est un exemple assez courant, assez fréquent. Vous l'avez sur plein de plateformes. On utilise nous aussi Lemlist qui permet de nous aider à faire ça. Donc vous pouvez prospecter un petit peu là-dessus. Et il y a ici, on est déjà sur des choses un peu plus poussées. On peut aussi aller chercher de l'information sur des comptes. Donc par exemple, si vous avez besoin d'aller enrichir des comptes, et notamment aller chercher des sirènes. Donc on a créé, nous, dans le cas d'usage où on est déjà un petit peu sur des agents, je vous montre ça un peu en live, une petite vidéo qui vous explique. On a un agent qui va démarrer une recherche sirène. Donc la recherche sirène, vous voyez un petit peu comment ça se produit. Là, je vous montre le back-office. Mais en gros, on va créer comme ça des tâches, des automatisations qui permettent d'aller faire un ensemble de tâches. Donc là, l'agent lui demande d'aller chercher le sirène. Donc on utilise comme source, par exemple, un Papers. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là. Peut-être, oui, je suis dans un truc un peu bizarre là. On va le faire comme ça. Voilà, vous voyez bien mon écran, on est ici. J'essaie de vous l'agrandir. Je ne sais pas pourquoi il me partage un truc bizarre. Voilà. Vous voyez le truc ici? Donc, pardon, j'avais un petit problème technique. Donc ici, on a un espèce de scénario dans lequel je vais pouvoir aller... je vous l'agrandis quand même. On va pouvoir aller faire un certain nombre de tâches. Et ici, par exemple, nous, on a créé un agent qui nous récupère le sirène et qui va automatiquement nous le pousser directement dans notre CRM. Donc, on a dû connecter. C'est en ça que ça devient un petit peu plus compliqué à mettre en place. On a dû connecter cet agent à Papers, à l'API Papers, qui est la source de données qu'on a utilisée. Et de l'autre côté, pour la sortie, l'output, on a connecté l'agent à notre CRM, qui est en l'occurrence HubSpot. Je vous donne une petite reco. Le fondateur d'HubSpot, qui s'appelle Dharmesh, a lancé il y a quelques temps déjà un outil qui s'appelle un outil qui s'appelle Agent AI, que je vous recommande d'aller tester. L'inscription est gratuite et vous pouvez, sans aucune compétence de code, aller créer votre propre agent. Donc il y a des templates déjà tout prêts. Si vous êtes vraiment intéressé par commencer à automatiser un certain nombre de choses, alors c'est en anglais, mais vous irez tester, c'est super intéressant et c'est une sorte de marketplace d'agents. Il y a plein de gens qui créent des agents et qui les mettent à disposition de leur, on va dire, de la communauté sur cette plateforme-là. Et vous allez pouvoir aller appeler un LLM, créer un chat à partir de fichiers que vous allez fournir, rechercher une compagnie. Donc là, ce que je vous ai montré sur le Sirène, on aurait pu très bien le faire avec Agent AI. Ou aller discuter avec un site web, par exemple, vous cherchez un billet d'avion, vous voulez créer un agent qui vous aide à trouver la meilleure opportunité pour votre prochain voyage. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je crée un agent de workflow. Voilà, il va me générer. Donc on a un environnement, je vais l'appeler test, juste pour vous montrer comment ça marche. Et puis je vais pouvoir ouvrir des librairies d'actions. Donc par exemple, aller chercher de la donnée. Extraire du contenu sur une page, faire une capture d'écran d'une page, aller récupérer un transcript de YouTube. Donc il y a déjà des actions toutes prêtes, aller chercher des informations sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Donc par exemple, trouver un profil LinkedIn, et puis je pourrais par exemple taper ici Karim Bourras en lui demandant d'aller récupérer, de lancer comme requête systématiquement Karim Bourras ici. Donc voilà, il va chercher Karim Bourras sur LinkedIn, et puis après je peux ajouter une action en disant je vais générer un contenu, générer une image de Karim Bourras, etc. Donc vous imaginez, je pense que vous voyez un peu le principe. Je ne vais pas aller au bout parce que j'ai peur du résultat. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est qu'on peut maîtriser soit le code pour créer des agents en utilisant des langages de programmation, mais on peut très bien aussi utiliser ce genre de plateforme. Là, je vous ai montré
agent.ai, qui est celle lancée par le fondateur de Spot, qui est gratuite. Vous pouvez acheter des crédits, mais il est encore en phase d'enrichissement. Donc, je pense que là, on a pas mal de choses qu'on peut faire gratuitement. Et puis après, vous pouvez créer des agents qui utilisent d'autres agents de la marketplace. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont créé des agents pour faire des follow-up de meetings, pour préparer des meetings, pour faire des recherches sur des entreprises. Et puis, il y a plein d'agents déjà créés. Amusez-vous avec cette plateforme si vous voulez comprendre un peu comment fonctionnent les agents, parce que c'est une bonne entrée en matière, très pédagogique, très facile à utiliser, avant peut-être d'aller vous lancer sur des plateformes plus compliquées ou plus coûteuses. Donc voilà un petit peu pour la partie enrichissement de data agent. On est là sur on va dire le niveau, si je ne dis pas de bêtises, notre niveau un peu 2 et 3, quoi. On peut commencer à interconnecter ces agents-là et faire des choses un peu plus poussées. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi en termes d'utilisation de l'IA, peut-être pour faire des applications et aller un petit peu plus loin. Nous, on a des développeurs chez NIL qui aujourd'hui utilisent l'IA de manière assez massive dans la façon de générer du code. Alors oui, le code généré, il faut faire attention, il faut le retraiter, évidemment. Je vais pas me mettre à dos tous les puristes. Mais on peut aussi, avec des applications comme Lovable, qui est une entreprise européenne, qui est une vraie licorne, hein, tout le monde connaît Lovable aujourd'hui. Bon, je vous montre ce qu'on a pu faire, deux use cases très simples. Là, je m'étais amusé pour préparer ce live à dire, tiens, je vais créer un site internet pour une activité de consultant. Donc, j'ai appelé ça Industrial Growth. Mon job, c'est d'accélérer la croissance des PME industrielles. Et j'ai simplement posé un prompt. Alors, je l'avais fait en anglais, mais vous pouvez très bien le faire en français. Le prompt que j'ai mis là est déjà très détaillé. Mais vous pouvez très facilement, par exemple, lui demander crée-moi une application qui ressemble à Uber, qui serait un Uber pour les pâtissiers, par exemple, je dis n'importe quoi. Et il est capable d'aller vous créer cette application-là. Et nous, typiquement, on l'a utilisé très récemment pour développer toute la partie un peu marketing d'une application qu'on a créée pour nos clients industriels. On avait un truc qui s'appelle le Sales Agreement, en fait, qui n'existe pas dans HubSpot nativement. Et donc, on a créé une application qui permet dans HubSpot de gérer des accords cadres, des accords commerciaux et de suivre la volumétrie des ventes sur un accord cadre. Et là, le site internet que vous voyez ici a été complètement développé. Donc, c'est le site de promotion de ce produit. Hein. Donc, imaginez que vous ayez un produit à promouvoir. Vous n'avez pas besoin d'aller maîtriser WordPress ou maîtriser un langage de programmation. Vous prenez Lovable, vous lui dites ce que vous voulez, il vous génère une page et vous pouvez héberger cette page sur votre propre domaine. Là, on est encore sur un domaine Lovable, mais on n'a pas encore mis en ligne ce site. Et donc, vous voyez qu'on peut créer complètement le site internet. Ça a été fait très rapidement, beaucoup plus rapidement que si j'avais dû à la main partir d'une feuille blanche. Et on est allé un peu plus loin puisque l'application elle-même que vous avez ici sous les yeux, que je dois pouvoir vous montrer sur un bout de démo, elle est... ah non, je ne l'ai pas ici, là, donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais en gros, vous voyez l'application qui est ici. C'est une application qui est aussi développée grâce à Lovable. Donc, on gagne un temps fou sur la création on va dire, d'assets marketing, d'applications un peu dédiées. Là, on est déjà sur le niveau 4, on va dire, du produit IA. Je regarde un peu ce que j'ai oublié de vous montrer. Donc, exploitation de données clients, on en a parlé. On va pouvoir récupérer un peu tout ça. On a parlé un peu d'enrichissement d'entreprise en allant, par exemple, chercher des sirènes ou des choses comme ça. Je viens de vous montrer la création d'une application métier. On avait fait aussi une application. Alors, faites-moi signe si vous êtes intéressé par ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en ligne prochainement. Par exemple, un cas d'usage très simple. Moi, en tant que commercial, j'avais un problème qui était que je m'adresse parfois à des groupes industriels qui peuvent avoir des filiales dans plusieurs pays du monde. Et la difficulté que je pouvais avoir, c'est que parfois, pour cartographier toutes ces filiales, c'était un peu à la mano, quoi. Je vais sur le site du groupe, j'essaye d'identifier les filiales. Vous avez parfois des filiales qui ne sont pas affichées ou en tout cas qui ne sont pas mentionnées sur le site du groupe. Et donc, on a besoin de faire ce travail un peu à la main. Donc, nous, on a développé un outil que je ne peux pas vous montrer là parce qu'il est encore en local, mais on va le mettre en ligne très prochainement. Donc, on cherche pour le coup des bêta-testeurs. On a développé un petit outil tout con qui nous permet, avec un système d'agents, on va s'appuyer sur les API de 3 modèles, hein, OpenAI, Gemini, Mistral. On va s'appuyer sur des sources financières. Donc, on a été chercher Papers et je crois des sources internationales. On a créé un petit back-end qui nous permet de gérer un peu une notion de crédit parce que quand vous avez des connexions à ces outils-là, il faut payer du crédit. Et puis, on a intégré ça à notre CRM. L'idée, c'est quoi? C'est à partir d'une maison mère,
je tape le nom de la maison mère et je vais pouvoir identifier de manière automatique ces filiales, valider peut-être à la main que ces filiales m'intéressent et les pousser directement, les synchroniser directement dans mon CRM. Et là, ça va m'offrir une cartographie complète de l'entreprise et je vais pouvoir ici complètement commencer mon travail de Key Account Manager en allant peut-être démarcher les filiales avec qui je n'ai pas encore suffisamment bossé. Donc ça, c'était une partie cartographie. Encore une fois, faites-moi un petit signe. On va lancer très prochainement, normalement fin janvier, une campagne pour avoir des bêta-testeurs et avoir du feedback sur cet outil-là. Une petite note, hein, ce type d'outil peut être construit en 2 à 3 semaines si on a déjà des API qui existent. C'est le cas des outils qu'on a mentionnés, là, des LLM et de Papers, par exemple, pour ne pas les citer, qui fournissent de la data. On peut utiliser les API de l'INSEE qui fournissent aussi, moyennant un petit abonnement de mémoire, de la data sur des sociétés. Donc, c'est des applications qui peuvent être construites. Honnêtement, je crois que ça nous a pris 2 à 3 semaines max pour avoir quelque chose, même avec un front-end, un visuel très, très clean. Voilà un petit peu pour des usages, on va dire, en s'appuyant sur d'existants. Et le dernier cas d'usage que je voulais vous partager, faites-moi encore une fois un petit signe s'il y a des cas d'usage que vous avez envie de voir. Le dernier cas, c'est peut-être d'aller dans des choses un peu plus poussées. Donc là, nous, on a commencé, c'est assez récent, on met le pied à l'étrier un peu là-dessus. On a structuré un peu l'équipe pour être capable de développer ce genre de système. On a parfois de la donnée qu'on ne veut pas balancer sur des LLM pour des raisons évidentes de confidentialité ou de sécurité, ou parfois de coût, parce que quand vous travaillez avec un LLM en API, vous allez devoir utiliser des crédits. Et si la volumétrie devient importante, vous allez devoir acheter beaucoup de crédits auprès d'OpenAI ou d'autres plateformes. Donc là, on a répondu à une demande d'un client. Alors, pareil, je vous le montrerai en bêta. Il n'est pas encore complètement terminé, mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire un assistant de maintenance. Le cas d'usage est très simple. On a un client qui vient me voir, qui me dit, écoute, moi, j'ai des outils que je vends à des clients avec des machines. On se rend compte au niveau du support et du SAV que 80% du temps qu'on passe, c'est toujours la même chose, quoi. C'est sur les mêmes pannes assez basiques qui peuvent être résolues par le client lui-même sans qu'on ait besoin d'envoyer un technicien. Sauf que ça prend un temps fou parce qu'on est obligé d'avoir un technicien qui répond au téléphone et qui diagnostique la panne. Donc on s'est dit, sur ces pannes qui sont très fréquentes, qui sont parfois même pas des pannes, mais des problèmes d'utilisation de la machine, est-ce qu'on ne peut pas avoir un chatbot ou une interface qui va discuter avec le client et qui va l'aider à résoudre tout seul sans problème. Donc on a construit ça à partir de contenu que va nous fournir un peu le client. Donc on peut soit utiliser des modèles IA via API, soit des modèles open source. C'est le choix qu'on a fait dans ce cas-là. On a été prendre Mistral, plus des modèles open source que j'ai plus en tête, mais il y a plein de modèles de langage qu'on peut utiliser. J'ai oublié les noms, mais mon ami Eliel, mon collaborateur Eliel pourra vous partager ces infos-là si vous êtes intéressé. Guillaume, oui, évidemment, vous allez avoir, alors mieux que le PDF, vous allez avoir le Notion que je suis en train de présenter avec ces cas d'usage. Et au plaisir, Guillaume, si vous avez d'autres idées ou d'autres cas d'usage que vous souhaiteriez voir. Donc, assistant industriel, diagnostic de machine, encore une fois, on construit quelque chose de très spécifique. Ça nécessite d'avoir une infrastructure. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin, si on décide de partir sur ces modèles-là, open source, les installer sur des serveurs, soit en local, soit en allant louer un serveur. Vous pouvez le faire chez Amazon ou chez d'autres, par exemple, sans citer de nom. Si vous utilisez les modèles IA via API, là, l'intérêt, c'est que vous allez éviter d'avoir à payer pour l'infrastructure. Et en gros, vous allez acheter, consommer du crédit, consommer des tokens, comme appelle ça OpenAI. Vous prenez un abonnement et vous payez au token. Un token, je crois de mémoire, c'est le nombre de demandes que vous faites à l'API. Et puis, vous pouvez en acheter 1000, 2000, 100 000. Le coût n'est pas très élevé, mais peut effectivement s'envoler si la volumétrie est très importante. Alors, ce qu'on a besoin, je vous partage un apprentissage. Évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'IA, mais on a quand même besoin d'avoir quelque chose qui soit un peu structuré. Donc, au préalable, ça va nécessiter de bien comprendre la logique métier, de structurer une base documentaire ou une base de données qui soit bien construite. Et là, typiquement, les éléments sur lesquels on va s'appuyer, c'est des codes PAN qui existent déjà. Donc, on a une base de données qui regroupe tous les codes PAN des machines de ce client. On va récupérer du verbatim. C'est ça la partie la plus compliquée, c'est que
la manière dont un client va exprimer son problème n'est pas celle qu'il y a dans les manuels ou les PDF ou les modes d'emploi ou les modèles de résolution de panne. Et donc, on a besoin de récupérer un peu ce champ lexical, ce vocabulaire pour entraîner le modèle et faire en sorte que quand le client va lui dire la corde ou le câble dépasse du truc rouge, l'IA puisse comprendre de quel truc rouge il parle et de quel câble il parle. Et en tout cas, d'aider le client à peut-être à affiner un petit peu la manière de décrire le problème. Donc l'utilisateur va décrire un symptôme ou un code erreur s'il a un code erreur qui s'affiche, ou le symptôme dans le langage qui est le sien. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander de s'adapter au langage de l'ingénieur. On peut parler à la machine comme je parlerais à un copain au café, et la machine va être capable de comprendre la question. L'IA va donc ensuite poser un certain nombre de questions. Donc on est dans un scénario qu'on a un peu préparé en amont. On a travaillé sur la structure un peu des types de questions. Il y a une logique dans ces questions. Et c'est comme ça qu'on va entraîner le modèle qu'on va utiliser dans ce cas-là. Et puis elle va guider pas à pas le diagnostic jusqu'à proposer le protocole de résolution. On va évidemment peut-être pas pouvoir le faire pour toutes les pannes. Et il y a certaines pannes qui vont nécessiter l'intervention d'un technicien. Encore une fois, là, l'idée, c'était de pouvoir résoudre, on va dire, la règle des 20-80, les 20% de panne qui représentent les 80% du temps qu'on passe à discuter avec les clients sur les sujets des SAV, de problématiques de ce type-là. Donc, c'est très pertinent si vous avez des problématiques récurrentes sur de la SAV, sur du SAV, de la maintenance, etc. Donc, encore une fois, c'est pertinent quand il y a de la confidentialité, ce modèle fermé sur de vos propres serveurs, quand vous avez des données très spécifiques et que vous avez besoin de construire votre propre modèle. Ça peut être un très bon levier. Et en termes de budget, bon, c'est compliqué pour moi de vous partager parce que c'est un cas client très concret, mais il faut compter un petit ticket quand même pour pouvoir développer ce genre d'application. Donc si vous voulez le faire en interne, ça veut dire aussi potentiellement avoir la ressource interne qui vous permet de le faire. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête avant d'aller plus loin et de conclure un peu ce live, on veut tous faire de l'IA. Il y a plein de gens qui créent des comités pour essayer de réfléchir en interne comment on va développer l'IA. Ça part un peu dans tous les sens dans beaucoup de boîtes. Moi, ce que je vous recommande, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois sur le précédent live, comme le dit Yamini Rangan, que j'ai une fois interrogé à propos de ce sujet, qui est la fondatrice d'HubSpot. Et HubSpot a mis beaucoup d'IA, je vous l'ai montré tout à l'heure dans sa plateforme. Commencez par votre PNL, commencez par votre bilan. Regardez ce qui vous coûte de l'argent, ce qui coûte cher aujourd'hui et qui ne devrait pas, ce qui peut être automatisé, ce qui peut être optimisé, soit en optimisant le temps que vos collaborateurs passent sur des tâches sur lesquelles ils ne devraient pas passer de temps manuellement, soit sur ce qui peut être optimisé, ce qui peut être amélioré. Donc regardez un petit peu les goulets d'étranglement que vous avez dans vos process métiers et puis démarrez sur des cas d'usage qui sont des cas qui vont résoudre efficacement ces cas-là. Si vous n'avez pas d'équipe en interne, et là encore, vous n'êtes pas obligé de développer, vous n'êtes pas obligé d'embaucher tout de suite des gens spécialisés en IA ou d'aller tout de suite sur le dernier exemple que j'ai cité, démarrez par des use cases simples qui permettent aussi de valider qu'on a du retour sur investissement et que la qualité est satisfaisante. Évidemment, l'IA ne travaille que si on a de la donnée. Donc, si vous commencez à vous lancer dans des projets un peu plus complexes, est-ce que la donnée existe? Est-ce qu'elle est structurée? C'est souvent le préambule. On peut faire des choses avec la donnée déstructurée, mais c'est important quand même d'avoir la donnée. Si la donnée n'existe pas, compliqué d'aller entraîner une IA, évidemment. Et puis après, des questions de sécurité, de confidentialité. Ne soyons pas naïfs là-dessus. Moi, j'ai plutôt confiance dans Google et dans Notebook, etc. Je ne devrais peut-être pas, mais de manière générale, si la donnée est critique, si la donnée est sensible, si la donnée est confidentielle, toujours se poser la question avant de la pousser sur des LLM. Normalement, c'est ce qui est dit par ChatGPT, enfin par OpenAI, par Google et tous les autres. Si vous êtes sur des comptes payants, la donnée que vous donnez n'est pas utilisée pour entraîner le modèle. Mais maintenant, il faut avoir confiance, quoi. Alors, c'est la même chose que quand vous mettez vos données dans un CRM. Est-ce que vous avez confiance dans le fait que l'éditeur du CRM Cloud ne va pas utiliser cette donnée? On est sur le même niveau de confidentialité. Donc, évidemment, si c'est très sensible, faites attention et peut-être ne vous lancez pas là-dedans. Chers amis, écoutez, c'est la fin de ce live. J'espère pas avoir été trop brouillon. Je vous ai partagé les choses un peu comme je les avais en tête.
faites-moi un petit signe, faites-moi un petit pouce si vous avez apprécié. Vous pouvez aussi m'engueuler si vous avez trouvé ça naze. Je prends les critiques, je suis invexable. J'ai pas de problème là-dessus. Et faites-moi du feedback si vous pensez qu'il y a des choses que je peux améliorer sur ce type de format. Je suis très preneur. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça va éclaircir peut-être vos ambitions sur l'IA. Comme on l'a dit au cours de ce live, on recherche des gens pour bêta-tester certains de nos outils. Alors, on cherche des gens pour bêta-tester cet outil assistant de maintenance. Là, si vous êtes intéressé, faites-nous un petit signe et je peux vous partager le truc et voir si c'est pertinent pour votre business et on peut trouver un deal pour vous partager ça. Et puis, cet outil de cartographie des filiales, notre Sales Agreement, ça, c'est des applications. Alors, c'est le moment auto-promo, hein, mais c'est des applications qu'on va mettre en ligne, qu'on va probablement proposer à la vente. Mais avant de les vendre, j'ai besoin de les tester. Et donc, je cherche des bêta-testeurs, des gens qui ont envie de s'amuser avec ça et de travailler avec leur équipe marketing, commerciale, maintenance sur ces sujets-là. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin du live. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!